On va débuter cette seconde moitié de la session plénière avec une partie consacrée à l'implication des patients. C'est une thématique qui nous est chère au Clara, surtout depuis quelques années, où on essaye de renforcer la dynamique d'implication des patients dans la recherche. Et donc, vous avez vu d'ailleurs dans le programme qu'on a un parcours d'atelier entièrement consacré à ce sujet-là. Et je sais qu'il a intéressé beaucoup de participants qui se sont inscrits en masse à cet atelier. Et aujourd'hui, on veut vous présenter un petit peu ce qu'est l'implication sous toutes ses formes, donc dans la recherche, certes, mais également dans le soin, dans le parcours de soins et dans les actions de prévention notamment. Alors, je ne vais pas présenter tous les intervenants, Géraldine le fera mieux que moi, mais je vais remercier et inviter M. Michaud à dire un petit mot d'introduction. Donc, Patrick Michaud est adjoint au maire de Saint-Étienne sur la partie santé, et donc il va nous dire sa vision des choses sur l'implication des patients, avec un regard historique. Merci Julien. Très bien. Écoutez, je souhaite déjà remercier Julien Biodet pour m'avoir invité à prendre la parole, même si ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis très à l'aise. Merci également à Clara d'avoir choisi Saint-Galmier. En tant qu'élu communautaire, j'apprécie qu'on ait choisi Saint-Étienne, donc métropole, pour organiser donc cet événement. Alors, je vais commencer par une citation. Le malade est un jouet à peu près complètement aveugle, très douloureux et essentiellement passif, mineur, soumis à l'autorité du médecin, père ou tuteur. Alors, cette citation, qui est du professeur Louis Porte, qui était le premier président du Conseil de l'Ordre des médecins, effectivement, peut surprendre aujourd'hui. Alors, elle remonte au début des années 50, c'est assez ancien, mais quand même, cette relation soignant-soigné, très paternaliste, pour ne pas dire méprisante, a perduré, je crois, bien au-delà. En effet, même lorsque j'étais étudiant, dans les années 70, des remarques analogues étaient relativement monnaie courante dans les services de la part de mes maîtres. Mais il semble que les choses aient vraiment évolué à partir des années 80. Effectivement, à cette époque, je reparle de moi, j'étais jeune médecin et je travaillais dans un service de maladies infectieuses. Et évidemment, j'ai été confronté à la pathologie SIDA, pathologie donc VIH, et le SIDA qui, bien sûr, a généré des drames absolument épouvantables, touchait à l'époque essentiellement la communauté homosexuelle masculine. Or, celle-ci s'est très vite organisée à travers des actions, à travers des associations militantes. Et je pense à AIDE, à ACT UP. Tout le monde se souvient, enfin peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, mais du fameux préservatif déroulé sur l'obélisque de la Concorde. Et les personnes touchées par le VIH, à l'époque, ont immédiatement exigé d'être acteurs de leur prise en charge. Et ils ont souhaité participer pleinement à toutes les décisions les concernant. À cette époque, les malades du sida, donc étaient vraiment très bien informés, à la fois des progrès de la recherche, des traitements, des essais cliniques, de la législation régissant les prescriptions, les ATU, etc. Et je me souviens d'ailleurs avoir été souvent mis en difficulté par certains patients qui venaient me voir et qui avaient plus de connaissances que moi, connaissaient plus de choses que moi. Alors, également à cette époque, les réseaux sociaux n'existaient évidemment, Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, les réseaux sociaux donc n'existaient pas. Et donc la parole se partageait plutôt sous la forme de rassemblements physiques de malades, c'est ce qu'on appelait les états généraux.
et qui permettait de débattre un peu sur tous les sujets en lien avec le sida, que ce soit évidemment la virologie, la recherche, les droits, les traitements ou tous les aspects sociologiques donc, de la maladie. Ainsi, une véritable expertise associative s'est développée face à l'expertise médicale et face à l'expertise scientifique. Et ça a été une étape, à mon avis, extrêmement importante. 3 questions, d'ailleurs, en particulier, ont marqué cette période. L'éthique de la recherche, l'accès aux médicaments innovants et également les droits des personnes. Et ces 3 thématiques, on les retrouve aujourd'hui au cœur de la réflexion de très nombreuses associations, et je pense en particulier donc, à la Ligue contre le cancer. Alors, au tout début des années 90, une femme a particulièrement œuvré pour cette démocratie en santé naissante. Alors, vous ne la connaissez probablement pas. Je vais quand même donner son nom. Il s'agit de Claire Compagnon. Claire Compagnon a d'abord été militante à AIDE, puisqu'elle était directrice générale adjointe. Ensuite, elle est partie à la Ligue nationale contre le cancer, où elle a été nommée directrice du développement. Donc, il n'est pas du tout étonnant qu'elle ait initié et organisé les premiers états généraux des malades du cancer en 1998. Ces états généraux ont vraiment marqué l'émergence de la prise de parole des malades. Ils ont été à l'origine du réseau des malades des cancers, du livre blanc des malades des cancers. Et c'est ce livre blanc, d'ailleurs, qui a marqué profondément la nouvelle politique nationale de lutte contre le cancer. C'est le premier plan cancer donc, qu'a souhaité le président Jacques Chirac donc, à l'époque. Alors, j'ai eu la chance de participer à ces premiers états généraux en 1998, avec Fabienne, d'ailleurs, qui est là. Et je voudrais vous citer Carmen, une malade qui s'est adressée aux 3000 personnes présentes ce jour-là dans la salle, des soignants, des malades, des proches. Alors voilà ce que Carmen dit. Je suis une personne physique. Je suis une personne subtile. Je suis une personne spirituelle. Docteur, laquelle avez-vous soigné? Alors, si je vous rapporte ce témoignage, c'est parce qu'il montre bien quelles étaient, à l'époque, les attentes des malades et, quelque part, je pense qu'il laisse présager de la place que ceux-ci allaient prendre dans les années qui allaient suivre au sein de notre système de santé. Alors, pour la petite histoire, Claire Compagnon, qui était une véritable combattante pour les droits des malades, qui était une représentante des usagers, en particulier à l'hôpital européen Georges Pompidou, et représentante également dans de nombreuses instances, a été nommée à l'inspection générale des affaires sociales, à l'IGAS. Alors moi, je trouve que cette nomination tout à fait exceptionnelle, eh bien, pour un représentant des usagers, témoigne bien, effectivement, du chemin parcouru depuis la déclaration et la citation de notre professeur Louis Porte. Alors, je voudrais terminer cette petite introduction en reprenant ma casquette d'élu à la santé. Alors, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a choisi de mettre le bien-être social et la santé
au cœur de son mandat. Il a ainsi proposé aux Stéphanois et aux Stéphanoises de mettre en place un plan de lutte contre le cancer pour la ville de Saint-Étienne. Alors, cette initiative, évidemment, peut surprendre. Vous savez que la santé reste plutôt une prérogative de l'État. Mais là encore, la crise de la Covid a montré aussi qu'une collectivité pouvait jouer un rôle absolument essentiel dans la santé, et en particulier, je pense, au domaine de la prévention. Alors, si je vous parle de ce plan cancer, c'est aussi pour deux raisons. D'abord parce que nous souhaitons, à la ville de Saint-Étienne, mettre la démocratie en santé au cœur de notre projet en mettant en place une plateforme participative afin que l'ensemble des usagers, des Stéphanois, puissent venir témoigner de leur vécu, de leur expérience par rapport à la maladie. Et nous allons travailler également avec l'ensemble des associations stéphanoises pour l'élaboration donc de ce plan. Et puis, la deuxième raison, c'est que je pense que cette expérience stéphanoise, et là je me tourne vers M. Hainaut, pourrait faire l'objet vraiment d'une collaboration extrêmement intéressante entre Ville de Saint-Étienne, Clara et vous, jeunes chercheurs, pour pouvoir mener effectivement dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la recherche-action, de la recherche interventionnelle, voilà, des actions en particulier dans tout ce qui est le domaine des sciences humaines et sociales. Voilà, j'en termine. Alors, Julien Biodet a demandé mon avis sur l'implication des patients. Alors, je ne crois pas vraiment avoir répondu effectivement donc, à sa question. Alors, voilà, j'ai décidé de finir en laissant parler Albert Einstein, qui disait « La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. » Eh bien, je pense sans aucun doute, vraiment, que cette connaissance, eh bien, ce sont effectivement les personnes malades qui nous l'apportent à travers leur expérience. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Michaud, pour cette présentation. Vos propos m'inspirent deux choses. Tout d'abord, le dernier propos, bien finalement, il s'agit pour les patients d'une formation sur le tas, on peut dire, donc lors de la maladie elle-même, et puis peut-être aussi une formation post-maladie ou tout au cours de traitement dans le cadre de la pathologie chronique. Et effectivement, les patients peuvent, enfin ils ne le font pas tous, mais ils sont de plus nombreux à le faire, eh bien, ils peuvent se servir de cette expérience pour participer effectivement à différentes phases de tout ce que représente la recherche, effectivement, le soin et puis tout ce qui peut entourer le soin. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, je m'appelle Géraldine Dallaglio-Brambilla. Je suis ce qu'on nomme à l'heure actuelle une patiente experte. Experte en quoi ? Experte en la matière. Et j'ai profité effectivement de l'épisode d'une pathologie lourde pour m'impliquer dans certaines instances. Et à ce titre, eh bien, je fais notamment partie du département universitaire des patients de Grenoble-Rhône-Alpes. Et puis, je fais également partie, mais enfin, c'est plutôt une fonction que j'exerce en tant que juriste
juriste, mais j'y apporte aussi ma connotation patiente. Je fais partie du comité de protection des personnes Sud-Est 5. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai la charge, mais c'est vraiment pas une charge lourde. Au contraire, c'est un véritable plaisir d'animer donc cette séance plénière sur l'implication des patients sous toutes ses formes. Donc ça va être extrêmement riche. Et je vais tout d'abord demander à Nicole Robert, qui est patiente experte, présidente de l'association Lymphedème Rhône-Alpes, de venir s'exprimer dans le cadre bien de ces propos qui consisteront finalement en des regards croisés. Merci. Ben moi, je suis très émue de me retrouver là avec vous. C'était pas prévu. Enfin, si, c'était prévu, mais quand même. Alors, je vais vous faire un parcours perso en accéléré, parce que en fait, ce qui est important, c'est pourquoi je suis là, en fait. Voilà. Donc, en 2005, j'ai un cancer gynéco, chirurgie. Le chirurgien est bien traitant. Le protocole, radiothérapie, là, ça commence à... ça va moins bien. Une phlébite, des brûlures, de la fièvre, enfin bon, bref, et une oncologue pas du tout à l'écoute. Voilà, heureusement qu'il y avait l'infirmière à côté. Mais de toute façon, mon objectif, puisqu'à l'époque je travaillais, c'est de reprendre le travail, de toute façon. Voilà. Donc ça, voilà. Mais le problème, c'est que en 2012, une entorse. Et à la suite d'une entorse, l'entorse est réglé, le problème est réglé, sauf que la cuisse double de volume et puis ça descend jusqu'aux orteils. Voilà. Alors je demande à voir un spécialiste parce que voilà, c'est pas normal. Ensuite, je rencontre un spécialiste qui me dit effectivement, madame, vous avez un lymphodème, ok. Et puis vous allez aller voir un kiné qui va vous expliquer pour faire des bandages, ok. Et pourquoi je vais faire des bandages? Donc, j'ai pas de réponse. Je me retrouve sur le trottoir et à quoi ça sert les bandages alors que j'ai un lymphodème? Et puis, elle me dit, de toute façon, il n'y a pas de prise en charge à Lyon, pas à Grenoble, pas à Montpellier, et aller en cure, ça sert à rien. Ah bon, si ça sert à rien, si ça sert à rien, on va y aller. Voilà. Heureusement, parce qu'en cure, là-bas, à Luce-Saint-Sauveur, 850 km, avec une indication phlébologie, alors que j'y vais pour un lymphodème, j'ai appris beaucoup de choses. Sauf que je suis allée 2 fois en cure et que ma jambe le volume n'a pas régressé, donc j'ai arrêté. Et puis là-bas, j'ai appris qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus efficace qu'en France, donc j'ai voulu aller en Allemagne. On m'a refusé la prise en charge parce qu'on m'a dit que ça coûtait trop cher. Voilà. Mais le médecin expert m'a dit, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je vais quand même vous donner une adresse et un téléphone et vous allez appeler de ma part. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris, à la Fondation Cognac-Jay. Là, j'ai eu affaire à un médecin professionnel à l'écoute. Et donc, du coup, la première fois, une prise en charge, 15 jours en hospitalisation à Paris, alors que j'habite quand même à Lyon. Mais j'ai quand même perdu 34% du volume de ma jambe. Voilà, j'ai pu me rechausser, m'habiller, enfin voilà. Parce que quand on est concerné par un lymphodème, on a envie quand même de rester féminine, de s'habiller, de porter des petites chaussures, d'être comme tout le monde. Voilà. Mais là, ça devenait plus possible. Et puis, voilà, et puis donc j'ai suivi le protocole pendant l'hôpital, et puis après, je continue. Ça veut dire que je porte des bas de compression, deux bas classe 4 en superposition, et puis je fais des bandages régulièrement pendant la semaine, ce qui fait que je maintiens le volume de ma jambe. Voilà. Mais en fait, comme au départ, je suis une infirmière, je suis devenue une patiente. Et là, c'est moins drôle parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir finalement? Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas rester avec ce statut patiente. Je vais regarder la télévision l'après-midi. Je vais faire quoi? Enfin voilà, c'est pas possible. Donc, par hasard, j'apprends qu'il y a l'université des patientes qui existe, qu'il y a 3 universités, Paris, Marseille, Grenoble. Comme j'habite à Lyon, je prends contact avec Grenoble. Et c'est là que je commence la formation à l'éducation thérapeutique. Éducation thérapeutique que je vais faire sans le savoir, parce que comme j'ai travaillé en psychiatrie, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique avec les patients. Voilà.
Et puis après, Raymond Merle, qui était le président de l'association de l'Université patient de Grenoble, me dit il faut pas t'arrêter là, Nicole, il faut continuer par un DU. Donc j'ai continué par le DU. Reprendre des études à mon âge, c'était pas évident. Mais alors qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc des fois, j'ai fait un DU construction et coordination des parcours de soins. Voilà. Et ça, franchement, c'est super parce que quand on est concerné par un lymphodème, qu'il soit primaire ou secondaire, ce qui est important, c'est qu'il y ait une logique dans la prise en charge. C'est qu'il y a des examens, ça sert à rien de les faire. C'est qu'il faut accompagner, il faut écouter, il faut former, informer le patient. Voilà. Et ça, franchement, c'est super. Voilà. Donc voilà. Et puis, je suis présidente de l'association Lymphodème Rhône-Alpes. Et à ce titre, nous organisons des ateliers d'autodrainage et d'autobandage. C'est important d'accompagner les patients pour que à domicile, chez eux, ils se prennent en charge, voilà, parce que on peut pas passer son temps à l'hôpital, on peut pas passer son temps chez le médecin. Ce qui est important, c'est de rendre les patients, de leur redonner une certaine autonomie, voilà. Donc nous organisons des ateliers à Mâcon, à Villefranche, à Lyon, à Saint-Étienne avec Fabienne, voilà. Et puis nous avons des points écoute, c'est-à-dire des rencontres avec des professionnels de santé. Ça peut être un médecin, un kiné, une ostéopathe, enfin voilà, une diététicienne. Parce que quand vous avez un lymphodème, on vous dit il faut surtout pas prendre du poids. Et oui, et je fais comment pour pas prendre du poids? Voilà. Et puis il faut bouger. Oui, bah, des fois c'est pas possible parce que si je peux pas me chausser, je peux pas bouger. Enfin voilà, vous voyez, on tourne un peu en rond. Donc ce qui est important, c'est de proposer aux adhérents des rencontres avec des professionnels, mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre eux et de trouver les trucs et les astuces pour chacun. Voilà. Et puis, j'ai participé, enfin, parce qu'à partir du moment où vous êtes inscrite quelque part aux Oncoriales ou sur les rencontres avec l'engagement des patients à la fac de médecine, tout ça, eh bien maintenant, je suis devenue, alors je ne sais pas si on dit patient expert, patient partenaire, patient ressources, maintenant je suis patiente enseignante, enfin voilà. Et ça, c'est super parce que du coup, ça veut dire que, ok, votre maladie, elle est là, votre pathologie, de toute façon, enfin, voilà, au quotidien, des fois c'est contraignant. Mais en fait, ce qui est important, c'est que, en fait, vous allez faire autre chose, vous allez vivre, vous allez, enfin voilà, vous allez vous engager, et du coup, votre pathologie, elle est là, mais vous pouvez faire autre chose. Alors là, dernièrement, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit, bah, vous savez, avec un lymphodème, on n'a rien à vous proposer. Alors, ça m'a fichu un coup quand même, parce que je me suis dit, mince, alors quand même, avec tout ce que je fais, moi, pour limiter le volume, pour maîtriser, enfin voilà. Et alors, je ne sais pas si du coup, je ne suis pas d'accord quand même, parce que, alors, je ne sais pas, aujourd'hui, puisque vous êtes là, vous êtes jeune, vous êtes chercheur, vous êtes, voilà, peut-être que je peux vous intéresser, enfin, quand je dis moi, ce n'est pas ma petite personne, c'est les gens qui ont un lymphodème, qu'il soit primaire ou secondaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Écoute, en t'écoutant, je me disais que finalement, des patients comme nous, on avait l'impression d'être devenus des VRP multicartes. Voilà. Bien, je reviens à des propos un peu plus sérieux en invitant Madame Fabienne Couvreur, directrice du comité Loire de la Ligue contre le cancer, à me rejoindre pour prendre la parole et pour nous donner son propre éclairage. Je sais pas, vous essayez. Oui. Il a l'air de fonctionner. Bonjour à tous. Je remercie à mon tour le CLARA pour son invitation, l'organisation de cette table ronde. Comme l'a dit le docteur Michaud dans son introduction, la Ligue contre le cancer agit pour et avec les patients depuis fort longtemps. Je ne vais pas décrire tous les projets qui sont initiés par notre fédération ou par ces 103 comités départementaux, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, dans chaque département, il existe un comité autonome rattaché à la Fédération Ligue contre le cancer. Peut-être rappeler rapidement que la Ligue, c'est 4 missions. Le soutien à la recherche, dont vous parlera le professeur Morissette Michalet, l'action pour les personnes malades, les actions pour la prévention, et puis tout ce qui est autour de la société et politique de santé. Donc moi, je dirige le comité de la Loire, et donc je vais vous parler de 2 actions majeures dans lesquelles interviennent des patients. Après, voilà, au niveau du nom qu'on leur donne, il y a des différences, mais bon, appelons-les soit des patients experts, soit des patients ressources.
L'important, je crois, aujourd'hui, c'est de voir quelle implication ces patients, ces personnes peuvent avoir dans nos projets et le rôle qu'on leur donne. Donc la première action, elle est née dans le cadre du plan cancer en 2009 et elle a permis de créer le comité de patients pour la recherche clinique. Alors il repose vraiment sur la mobilisation de l'expertise de personnes malades ou ayant été malades. Et là, on va dire qu'on touche directement la recherche, parce qu'il s'agit, pour ce comité, d'améliorer l'information qui est délivrée aux patients lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer dans un essai thérapeutique. Alors pourquoi ? Pour avoir une meilleure lisibilité, accessibilité et une clarté dans les documents qu'on leur remet. Et surtout, faciliter la prise de décision. Parce que quand on vous demande d'entrer dans un essai, il faut déjà comprendre quel est l'objectif, quelle est l'importance, quels sont éventuellement les avantages, les bénéfices ou les difficultés. Donc la Ligue nationale assure la coordination de ce comité de patients pour la recherche clinique qui est composé aujourd'hui d'une centaine de personnes. Tous ayant donc un vécu, une expérience, une expertise et un regard à la fois candide et d'expert. Le rôle de ces membres, c'est de relire donc les notes d'information et les formulaires de consentement d'essais thérapeutiques qui sont adressés par des promoteurs industriels ou des promoteurs académiques, et tout document d'information sur la recherche qui est destiné aux personnes malades. Ils proposent donc des corrections, des reformulations. En général, ils interviennent à distance et il suffit d'avoir un PC à disposition à son domicile. Peut-être certaines personnes dans la salle en font partie. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, Nicole, représenter les personnes malades auprès des acteurs ou dans des instances. C'est faire aussi évoluer le regard, la place qu'ont les personnes malades. Donc il y a environ 200 protocoles ou notes qui sont relus chaque année par ce comité de patients qui est donc coordonné par notre fédération à Paris. La seconde action, elle a été menée dans le cadre du dernier plan cancer, donc depuis le plan cancer 2014-2019, et qui portait sur l'intervention de pairs ayant déjà eu l'expérience de la maladie. Elle s'est déclinée en 2 axes, soutenir des expériences de participation patient-ressources dans l'accompagnement de la personne malade. On appelle ça, nous, dans notre on va dire jargon, des patients-ressources parcours. Et puis, l'autre axe, mener des expériences dans la formation des professionnels de santé et évaluer leur rapport. Ces 2 actions, elles ont été conduites principalement dans 2 régions expérimentatrices, du Grand Est et du Grand Ouest, mais aussi dans le département de la Loire, parce que nous avions déjà porté des actions avec des personnes ressources, notamment dans le cadre d'un projet avec l'Institut de cancérologie, Luciane Wirth et le Centre IG, un projet financé par l'INCa, et d'ailleurs à l'époque c'était Marie-Agnès Bourg, que j'ai eu le plaisir de revoir aujourd'hui, qui était la directrice des soins et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc dans le cadre de cette action du plan cancer, il y a eu un accompagnement bien sûr par notre siège pour définir le process de recrutement, la formation nécessaire, les engagements entre les établissements, voilà, avec un groupe dans lequel, bien sûr, intervenaient des patients et des associations de patients. Tout ça a fait l'objet d'une évaluation et plus récemment de travaux. Ces travaux ont pu faire l'objet d'une publication dans le bulletin du cancer du 24 décembre 2020, donc c'est assez récent, sur notamment patients-acteurs et formation en oncologie pour futurs médecins et pharmaciens. Donc, par son expérience de la maladie, son savoir-faire expérientiel, le patient ressource peut jouer donc un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité du parcours de soins, à 2 niveaux. Donc soit en intervenant en formation initiale ou continue des professionnels de santé. Alors là, dans les universités, les IFSI, des écoles de kiné, ou d'ailleurs, il est intéressant de parler du lymphodème. Et les objectifs de cette intervention du patient ressource témoin, c'est témoigner de son propre vécu, rendre compte auprès des professionnels des difficultés de compréhension des patients, témoigner auprès des professionnels des difficultés ou des besoins des personnes, et puis sensibiliser les professionnels de santé à utiliser avec le patient un langage clair et simple. En tant que patient ressource parcours,
Là, il est question de transmettre son expérience de personnes malades auprès des autres patients dans le cadre de l'amélioration continue du parcours de soins. Bien sûr, écouter attentivement le patient bénéficiaire, lui transmettre son expérience, être un intermédiaire parfois entre le soignant et le soigné, transmettre au soignant son expérience pour aider à l'amélioration des parcours de soins. Donc, j'ai entendu que ce matin, il était question de la construction de parcours de soins avec les patients, donc je suis ravie. Coécrire, relire des documents concernant le parcours de soins et accompagner les patients qui le souhaitent dans leur vécu de la maladie. Au niveau du Comité de la Loire, dans le cadre de cette expérience, nous avons travaillé avec le service, l'unité d'oncogénétique du CHU de Saint-Étienne, puisque Annick, qui est une patiente ressource parcours de notre comité, a été diagnostiquée pour un cancer du sein quand elle était très jeune. Et puis, il y a une recherche, puisqu'il y avait plusieurs cancers dans sa famille. Et finalement, il s'est avéré qu'elle était porteuse du gène BRCA. Du coup, elle a dû faire des choix, notamment une double mastectomie et une ovariectomie. Et donc, aujourd'hui, elle peut faire bénéficier de son expérience les patients ou les patientes qui sont à haut risque de cancer et qui donc entrent dans ce parcours. Ces personnes sont orientées par la conseillère en oncogénétique, la psychologue du service, les 2 médecins généticiens. Ça veut dire qu'il y a une vraie collaboration entre l'équipe médicale et soignante et Annick, qui est donc cette patiente ressource parcours, et qui, je pense, apporte beaucoup. D'abord un message d'espoir, parce que plusieurs années après, elle est là. Elle a gardé sa féminité, elle a gardé son envie de bouger. D'ailleurs, aujourd'hui, l'activité physique est un temps important dans sa vie, parce que voilà, il faut qu'elle bouge beaucoup pour garder ses capacités, lutter aussi parfois contre une douleur qui peut être chronique. Voilà, mais c'est vraiment un temps fort pour les patients qui la rencontrent, et tous sont satisfaits d'avoir eu cette proposition, d'avoir eu cette possibilité de rencontre. Au niveau de notre comité, nous, on a le souhait de travailler beaucoup sur l'après-cancer et notamment comment le préparer, cet après-cancer. Alors, on dépose un dossier auprès de l'ARS pour faire de l'éducation thérapeutique sur cet après-cancer, bien sûr en intégrant des patients. Mais je pense qu'au niveau de la recherche, en tout cas, nous, on serait vraiment intéressés pour voir comment, dans le cadre de projets en sciences humaines et sociales, on pourrait impliquer mieux le patient ressource pour travailler ce temps de l'après-cancer. Alors, il y a déjà des réflexions en cours avec Julie Kalesinski, par exemple, qui est sociologue, ou aussi travailler sur le parcours en oncogériatrie, parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup à faire. Et donc, il y a aussi une réflexion qui est en cours avec le gérontopole. Voilà ce que je pouvais vous dire de notre expérience avec le patient. Merci beaucoup, Madame Couvreur, de nous avoir éclairé, informé sur tout ce que fait la Ligue contre le cancer, parce que parmi tous ces objectifs, nous avons su par vous aujourd'hui qu'il y a énormément de travail qui est fait effectivement pour favoriser, pour développer l'implication des patients dans beaucoup de phases de vos actions. Alors, je vais maintenant demander à Madame le professeur Morissette Michalet de venir nous éclairer sur d'autres aspects de cette problématique. Je préciserai donc que vous êtes praticienne en hématologie au centre Léon Bérard, professeure émérite Université Claude Bernard Lyon 1 et présidente, et notamment présidente du conseil scientifique de la Ligue contre le cancer, région Auvergne-Rhône-Alpes, Saône-et-Loire. Si vous voulez bien nous rejoindre et nous éclairer donc sur cette question de l'implication des patients, je suis sûre que vous aurez énormément de choses à nous dire. Merci beaucoup.
Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous et je remercie donc naturellement le Clarin et le Cancéropole d'être présentes aux Oncoriales. C'est la première fois que je participe réellement. Je connais leur existence depuis le début de ces manifestations et c'est très intéressant d'être maintenant présente et de pouvoir donc participer réellement. Alors, j'ai vécu donc une expérience absolument extraordinaire ces derniers temps, qui est effectivement cette expérience de construire un projet de recherche avec donc l'arrière-pensée de l'expérience patient, c'est-à-dire intégrer le patient dans le contexte d'un appel quotidien, lorsque naturellement on est médecin et qu'on le soigne. Mais le patient, c'est quelqu'un quand même de complexe, mais quelqu'un de pleinement abordable et qui veut aller vers les autres. Mais il faut éventuellement l'aider pour aller vers les autres. Alors il est complexe, pourquoi ? Parce qu'il peut être très expert, mais il peut être aussi moins expert. Et il va falloir aussi penser à ces patients moins experts et les faire venir à l'expertise, parce qu'ils ont tout autant de droits de s'exprimer, ils ont tout autant d'expérience éventuellement par rapport à leur pathologie, par rapport à leur traitement, par rapport à leur suivi. Donc je pense que c'est déjà la première chose à prendre en considération. Ensuite, le patient, il a différentes étapes. Et puis, il peut donc avoir différents traitements, différentes prises en charge. Et donc ça, on doit aussi le prendre en considération. C'est-à-dire qu'il peut être, à un moment donné, guéri. Il a subi son traitement, et Dieu sait parfois s'il est lourd, et puis donc il a un vrai potentiel de guérir et de retour à la vie normale. Et puis, il y a maintenant toutes ces innovations thérapeutiques qui créent en fait le fait de vivre très longtemps, mais en présence de son cancer, qui est en fait tout petit, qui est maîtrisé, mais il y a une dépendance au traitement. Et donc ça, c'est le deuxième profil qu'il faut aussi savoir accompagner, parce qu'il vit avec son traitement, il y a cette dépendance, mais il vit parfaitement bien et il peut réintégrer la vie également par ce biais-là. Et puis, il y a le patient qui a beaucoup moins de chance, où son cancer évolue mal, et qui, dans cette espèce de phase dite palliative, ce terme qui est compliqué à prononcer pour un médecin, qui est compliqué à prononcer pour un patient, compliqué à prononcer également pour une famille, mais qui existe. Et je pense que notre rôle aussi, et les rôles des chercheurs, c'est aussi de savoir que cette phase existe et qu'on peut l'améliorer par des recherches, par une prise en charge d'excellence. Pourquoi pas ? Et puis il y a aussi à prendre en considération le niveau culturel d'un patient, qui est effectivement pas du tout identique entre tous les patients, le niveau familial, parce qu'il y a des patients très seuls, puis il y a des patients très entourés, et puis il y a quelquefois le niveau religieux, qui a un impact quelquefois considérable. Et donc il faut aussi savoir prendre tout cela. Donc comme on l'a dit précédemment au tout début, le patient est apparu effectivement au niveau des états généraux du cancer qui avait été lancé par la Ligue en 1998. Et je pense que cette date, sur le plan de la participation du patient dans le cancer, est tout à fait fondamentale, puisqu'elle a permis de prendre conscience qu'ils étaient là, qu'ils avaient des maladies très graves, mais qu'ils existent, et qu'il faut les considérer et éventuellement les reconsidérer comme des personnes normales. Parce que très souvent, vous savez, ils sont considérés comme des personnes à part. Et je pense que notre rôle à tous, c'est effectivement de le remettre dans la normalité. Et donc, ces états généraux ont permis à ce moment-là de construire des actions, comme on l'a dit précédemment, le plan contre le cancer, le plan du cancer, avec une étape importante qui est l'annonce. Et Dieu sait, je pense que vous savez qu'on a encore des progrès à faire, parce qu'une annonce, ça peut être fait par un médecin qui vient juste d'être médecin, qui n'a aucune expérience, et il doit annoncer. Et donc ça, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de l'université par rapport à ce métier. Je peux vous dire que moi, 30 ans auparavant, j'annonçais pas une leucémie aiguë comme je peux l'annoncer maintenant. Donc il y a toute une progression. Et puis, est-ce qu'on a la vérité quand on annonce ? Donc, il y a aussi un problème important à ce niveau-là.
Et puis après, il y a eu effectivement un plan, enfin une étude très importante dans le cancer par rapport à l'après-cancer, qui est l'étude VICAN5, qui est une étude de plus de 4000 patientes qui avaient un cancer du sein et qui a permis de montrer que, en fait, le cancer, quand même, c'est une rupture dans la vie. C'est une rupture, mais qui est donc récupérable à partir du moment où on le prend en considération. Et donc, cette étude a pu montrer que plus de 44% des patients avaient une dégradation importante de leur qualité de vie après le cancer, après le traitement. Donc, c'est quelque chose en sciences humaines et sociales qu'il faut prendre en considération. Qualité de vie, ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire de vivre éventuellement normalement. Et donc, ça, c'est à prendre en considération. Et c'est une étude qui a marqué sur le plan après de la progression dans l'après-cancer. Et donc, vous, jeunes chercheurs, il faut vous dire que le patient, vous pouvez donc l'intégrer, moi je pense, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est en amont, et c'est essentiellement les chercheurs fondamentalistes, comme on vous appelle, la recherche fondamentale, où le patient a une place encore très, très peu timide, très fragile, et c'est votre rôle que de l'intégrer. Il n'y a pas de raison qu'il ne pénètre pas dans le monde de la recherche fondamentale. Surtout que c'est un monde tellement d'espoir pour eux, parce qu'il y a maintenant toute cette recherche de cibles thérapeutiques, comme vous le savez, toute la recherche génomique qui est faite et qui leur donne un espoir sur le plan de « on va trouver de nouvelles drogues ». Il va y avoir une possibilité si mon cancer ne répond pas à tel ou tel traitement. Et puis, il y a aussi l'étude des cellules qui entourent la cellule tumorale, avec tout ce qui apparaît actuellement en immunothérapie, avec toute la connaissance des cellules qui surveillent un cancer et qui éventuellement le détruisent, et puis qui permet après qu'il ne réapparaisse pas. Donc je pense que vous avez un rôle, mais je pense fondamental, parce que, et le patient a un rôle fondamental, parce qu'il faut que cette recherche, elle ait quand même un but translationnel. Et donc ça, vous avez un rôle quand même important, et le patient sera là pour vous le rappeler en permanence. Vous devez chercher, mais vous devez chercher aussi pour éventuellement arriver au traitement, arriver au patient et améliorer le cancer. Et donc, je pense que le patient va avoir un rôle de motivation pour vous. Mais laissez-le pénétrer dans votre domaine parce que justement, il va vous motiver. Et je sais que j'ai une fille, moi, qui est chercheur, qui est au CNRS, et qui me dit tout le temps, qu'est-ce que vous avez comme chance au niveau des médecins, c'est d'avoir des patients avec vous. Parce que vous avez toujours une reconnaissance. Même si ça ne se passe pas bien, vous avez cette éternelle reconnaissance. Et nous, on en aurait tellement besoin. Donc je pense que ça, c'est une chose qu'il faut que vous intégriez au moment justement de l'amont. Et puis après, il y a le pendant. Le pendant, c'est au diagnostic et au traitement. Tout ce que le patient va subir. Et là, donc, le patient a beaucoup plus sa place. Il existe déjà beaucoup dans cette période-là, mais il a encore beaucoup de choses à faire. Il existe parce qu'il participe à des essais cliniques, parce qu'il a compris... mais il faut encore beaucoup d'explications. Néanmoins, la recherche clinique, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et vous, en tant que chercheur, il y a aussi cette énorme capacité de leur expliquer et d'échanger avec ces patients pour leur expliquer telle ou telle étude, par exemple, ancillaire à une recherche clinique par rapport à une molécule, et leur expliquer la fameuse randomisation. Quand on leur annonce un diagnostic et on leur dit on va tirer au sort une molécule parce qu'il y a effectivement une possibilité d'améliorer votre réponse, c'est quand même très complexe à comprendre ceci. Et donc c'est important qu'ils soient à ce niveau-là et qu'ils comprennent tout ça. Et donc je pense que leur rôle au niveau de pendant et donc de l'accompagnement au moment du cancer et de son traitement et sa place pour dire également, moi j'ai l'impression que c'est efficace, moi j'ai une toxicité qui est inacceptable de cette molécule. Il a l'expérience avant tout de la toxicité et il sait l'expliquer et il sait à ce moment-là orienter nos recherches éventuellement vers quelque chose de moins toxique potentiellement si on peut le faire.
Donc il y a ce rôle au niveau de la recherche clinique au moment donc du diagnostic et de son traitement. Et puis il y a après la troisième période dont on a déjà parlé, qui est l'après-traitement, l'après-cancer, avec cette dualité de patient qui a effectivement fini son traitement, et puis ce patient qui est encore dépendant de son traitement, qui va pouvoir peut-être l'arrêter un jour, parce que c'est arrivé sur des inhibiteurs de tyrosine kinase, par exemple, d'obtenir une réponse, et que cette réponse permette à ce moment-là d'arrêter un traitement, alors qu'on pensait qu'il allait être chronique sur un très grand temps par rapport à l'évolution. Donc je pense que cet après-cancer, il est complètement fondamental, parce qu'on a très bien structuré la surveillance d'un patient pour son cancer. C'est-à-dire qu'il a ses rendez-vous, mais ces rendez-vous, tout d'un coup, alors qu'il était vu tous les jours, voire toutes les semaines, tout d'un coup, on lui dit « ben non, on va vous revoir dans 6 mois ». Donc, les patients parlent de saut dans le vide. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis abandonné. Et donc, ils ont une impression qu'effectivement, ils n'ont plus ce suivi. Ils ont très peur et ils n'arrivent pas à contrôler tout ce qui arrive et tout ce qui doit être maîtrisé. Et surtout, comme je l'ai dit initialement, il y a beaucoup de choses à gérer parce que le patient, après, il a subi un cancer qui a manifestement modifié son organisme. Il a subi éventuellement des effets secondaires de médicaments qui sont susceptibles de donner des anomalies, qui sont des anomalies quelquefois infracliniques, qui ne sont pas perceptibles directement, mais qui vont donner, si on ne les détecte pas, si on ne les prend pas en charge, qui vont éventuellement donner des séquelles à très long terme. Et puis il y a une sensibilité peut-être plus grande, il ne faut pas avoir peur de ça, mais une sensibilité plus grande à faire éventuellement un deuxième cancer. Et donc ça aussi, c'est un domaine de recherche tellement important qu'on se sente sécurisé par rapport à toute la génétique que l'on maintenant maîtrise de mieux en mieux, l'intelligence artificielle qui intervient également à ce niveau, pour éventuellement arriver à trouver les facteurs de risque. Et puis, intervenir précocement par rapport à un risque, par exemple, d'un clone émergent qui apparaît et qui va éventuellement s'expandre. Essayer d'éviter l'expansion de ce clone, c'est aussi un des rôles que l'on a à jouer. Donc vous voyez qu'il y a un impact du patient à tous les niveaux et un impact où vous devez, vous, comprendre cette importance et aller vers le patient. Et le patient viendra vers vous et après, il appartiendra à votre monde. Et donc, avec Julien Biaudet, Amandine Scarpotta et toute l'équipe du Clara, on avait décidé donc de faire cet appel d'offres. Et j'ai participé à un groupe de réflexion qui, pour la première fois, qui était un groupe de réflexion que de patients. J'étais le docteur, et puis il y avait donc les gens du Clara. Et on a vécu des moments absolument extraordinaires parce qu'ils ont été parfaitement capables de construire cet appel d'offres et d'aller juste où il fallait par rapport à leurs besoins. Et c'est ce qu'on doit prendre en considération. Et donc, il y a eu cet appel d'offres OncoStarter et Expérience Patient. Et en fait, les 3 lauréats, il y a eu 16 dossiers quand même pour un premier appel d'offres, ce qui montre l'engouement. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus l'année prochaine et encore plus dans les années suivantes. Et donc, les 3 lauréats, ils répondent exactement à ces 3 périodes. C'est-à-dire qu'il y a le premier prix, c'est un prix sur un test urinaire qui va essayer de dépister le cancer de vessie et de suivre éventuellement l'évolution du cancer de vessie sur un gène, sur la mutation d'un promoteur de gène, le gène TERT. Donc c'est de la recherche fondamentale, mais directement en application. Donc il y a l'amont. Ensuite, il y avait donc le pendant. Le pendant, c'est le deuxième lauréat, c'est un lauréat sur Immunocare, c'est-à-dire la gestion de la toxicité
pendant l'immunothérapie actuellement. Vous savez que l'immunothérapie, c'est une magnifique arme thérapeutique, mais ça a aussi des conséquences et des effets secondaires, et notamment une toxicité, comme par exemple des maladies auto-immunes, du fait qu'il y a une immunomodulation, il y a une création, il y a une dysimmunité qui peut se créer, et des maladies auto-immunes qui peuvent apparaître. D'où l'importance, et donc il y a eu ce deuxième prix au niveau de pendant. Et puis ensuite, il y a eu le troisième lauréat, c'était l'après, puisque c'était sur les troubles cognitifs après le cancer. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais éventuellement l'esprit a été chargé d'émotions. Il y a eu beaucoup de choses. Il a été accompagné ou pas accompagné. Donc, le mental de quelqu'un qui a eu un cancer et un traitement est aussi quelque chose d'extrêmement complexe et qu'il faut comprendre. Et surtout, donc, bien diagnostiquer et après, justement, accompagner et pour essayer donc de guérir aussi l'esprit. Parce que le corps, on va pouvoir le guérir, le cancer, on va pouvoir le guérir. Mais après, il y a l'individu, il y a le patient qu'il faut absolument guérir. Il faut qu'il retourne au travail aussi, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose de très important. Donc voilà pour vous dire que cette intégration du patient au sein de la recherche, qu'elle soit recherche fondamentale, recherche clinique ou sciences humaines et sociales, moi, ça me paraît complètement fondamental. Et j'espère que vous aurez cette envie vraiment d'intégrer ces patients et de les faire et de travailler après avec eux. Et vous allez construire des projets. Et ces projets, en plus, ils vont être là pour vous regarder faire et puis suivre, puis vous dire, ben non, là, ça ne me plaît pas. Éventuellement, est-ce que vous pourriez pas, même sans expérience, l'important, c'est ce qu'il a vécu aussi et qui peut vous apporter des choses. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vos propos nous ont démontré, en tout cas moi j'en suis convaincue et je pense que c'est le cas de tout le monde, que nous sommes aujourd'hui à des années-lumière de la citation que vous nous avez livrée en début de séance. Pourtant c'était 1950, si je ne m'abuse, citation de Monsieur Porte également, enfin, dont on ne gardera peut-être pas un souvenir impérissable. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous. Donc maintenant, je pense que notre public a des questions à poser. Je vais demander à chacune des intervenantes de venir me rejoindre, si vous voulez venir donc pour répondre aux questions du public. Voilà. Donc, et que les personnes qui souhaitent poser des questions, si ça ne les effraie pas trop, viennent vers nous. On n'est pas méchantes du tout, hein, ça va. Apparemment, hein, on fait peur. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous voulez pas nous rejoindre? Allez, courage. Attention, ne vous prenez pas les pieds dans le sac. Voilà. Alors, tenez. Ma question, c'était plutôt de savoir, en tant que chercheuse en sciences biologiques, comment on peut être utile aux patients qui sont dans ce parcours d'expertise, plutôt dans ce qui est dans la partie formation, peut-être dans les universités, par exemple à Grenoble. Est-ce qu'il y a déjà une participation des chercheurs et des biologistes, du coup, surtout, dans tout ce qui est la partie formation et peut-être accompagnement aussi, parce qu'on n'est pas des sociologues, mais je pense qu'on a aussi une envie de se sentir utile et peut-être de transmettre aussi des connaissances. Je sais. En fait, à l'université des patients, soit c'est une démarche volontaire, c'est-à-dire que c'est la personne qui va se former parce qu'elle ne veut pas rester avec ce statut de patient, elle veut faire quelque chose de sa pathologie, en fait. Du coup, ça permet de faire autre chose, en fait. Et en quoi le fait d'être malade, d'être concerné par un cancer, en quoi ça change ma vie? Enfin, voilà, plein de questions comme ça. Et puis sinon, moi, j'ai rencontré, dans le cadre de la formation à l'ETP, des patients qui... c'était leur médecin traitant qui leur avait dit « Allez vous former ».
Parce que moi, j'ai besoin de vous pour des consultations, pour accompagner des patients. Parce que quand c'est un patient qui vous parle des effets secondaires, des séquelles, en fait, j'ai l'impression qu'on l'entend mieux que quand c'est le médecin. Et puis, alors après, il y a le financement. Perso, c'est sur mes deniers, c'est sur mes propres deniers que je me suis formée. Les déplacements, l'hébergement, enfin tout ça, voilà. Et moi, j'ai bénéficié d'aucune prise en charge financière. Mais même l'association, moi, je fais le distinguo entre ce que je fais pour l'association, c'est du bénévolat pur, et puis ce que je peux faire en tant que patiente, enseignante maintenant. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là actuellement là-dessus. Enfin, mais en fait, si vous voulez, quand on se forme, c'est parce que soit c'est une démarche personnelle, je le répète, soit c'est parce qu'on est sollicité par un médecin. Mais comment dirais-je ? Bon, ça va me revenir. Moi, je voulais. Et puis c'est des rencontres comme ça, en fait. Vous voyez, je rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. En fait, c'est. Quand on devient, par exemple, patient expert, enfin même si il paraît qu'il ne faut pas trop l'utiliser, ce mot, c'est parce qu'au départ, il y a une relation, il y a quelque chose qui s'est construit avec une personne. Et puis on avance petit à petit, on va se former, on va être... Enfin voilà, vous voyez, et on va rendre aux autres ce qu'on a reçu aussi. Enfin, voilà. Moi, je voulais ajouter simplement sur la plan, vous dites biologie. Vous avez un rôle complètement, vraiment très, très important, parce que le patient, on lui fait faire des tas d'examens biologiques. Et il a souvent une très grande difficulté d'interprétation de ses résultats. Et pourquoi avoir de la difficulté ? Bon, on essaye d'expliquer. Après, il prend, quand il est à sa 2e année ou sa 3e année, il a compris beaucoup de choses, puis il sait ce qui est éventuellement fondamental sur le plan de sa pathologie. Donc, je pense que vous avez un rôle tout à fait important d'expliquer un examen biologique, d'expliquer ce qu'il veut dire, d'expliquer éventuellement à quoi il sert, comment il peut être interprété par le patient sans l'affoler. Et puis, après, il y a le rôle éventuellement de la biologie sur le plan de la recherche. Je ne sais pas exactement quelle est votre expertise, mais vous avez aussi la possibilité d'intégrer un patient dans un programme de recherche comprenant la biologie, bien sûr. Moi, je voulais juste vous faire préciser votre question. Moi, si j'ai bien compris, en fait, c'est que vous dites, en tant que biologiste, on pourrait avoir une place dans la formation de ces futurs patients ressources ou patients experts. Et je ne pense pas aujourd'hui que les chercheurs et les biologistes soient intégrés, en tout cas à la Ligue. Dans le cadre de la formation qu'on propose, il ne me semble pas. Alors après, je ne sais pas au niveau des DU que vous avez, que tu as pu suivre, toi, Nicole, s'il y avait des chercheurs et des biologistes. Je ne crois pas. Mais ça pourrait être hyper intéressant parce que, par rapport à ce que vous venez de dire, Morissette, sur cette meilleure compréhension des résultats d'une analyse et comment, du coup, je m'en saisis et peut-être aussi, je me rassure plus rapidement qu'au prochain rendez-vous avec mon spécialiste. Nous, actuellement, on vit quelque chose d'absolument ahurissant, qui est par exemple le test sérologique Covid. Vous ne pouvez pas savoir, parce que les malades ne savent pas interpréter le test Covid, et donc l'angoisse que ça peut amener, les coups de téléphone multiples pour savoir mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce résultat ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Donc c'est un exemple, et l'explication est quand même relativement simple à donner pour justement apaiser cette angoisse. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on vit alors vraiment 15-20 fois par jour actuellement. Oui, je me posais la question, c'est justement savoir si, en tant que... Enfin, quand on se forme dans un parcours de chercheur, on donne aussi des cours, donc on pourrait aussi participer à cette formation de façon vulgarisée, de façon simplifiée, mais de comprendre ou d'aider à comprendre aussi les patients, comment la thérapie fonctionne, peut-être pas dans d'une façon simple, adaptée, mais je ne sais pas du coup, est-ce que ça se fait déjà apparemment, je pense pas, mais voilà. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Juste une réflexion pour rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment une problématique importante et sur laquelle il y a un chantier énorme.
Le fait est que, en tout cas pour une grande partie des patients, ils font eux-mêmes une démarche d'essayer d'acquérir de la connaissance sur leur maladie, et évidemment, ils utilisent Internet. Et sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et donc, il est vraiment très important d'essayer de penser comment le patient aborde la représentation qui se fait de sa maladie et comment il aborde la connaissance, de façon à baliser pratiquement des circuits qui leur permettraient d'accéder à la bonne information et d'avoir un regard critique là-dessus. Je pense que nous, les chercheurs, enfin, je pense ce que tu dis, on aura un rôle extrêmement important d'essayer de travailler finalement, je dirais, les chercheurs au quotidien dans leur laboratoire, ils travaillent sur la représentation du cancer. Je dirais définir ce que c'est, comprendre ce que c'est à travers la génétique, à travers des données massives, à travers de l'imagerie, etc. Donc il faut une représentation du cancer. Comment est-ce que cette représentation du cancer rencontre celle que les patients vivent, et comment est-ce qu'on peut construire à partir de là des moyens d'accéder à la connaissance qui permettent aux patients d'intégrer les bons éléments de connaissance. Et puis je crois que ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement, c'est aussi une bonne école parce que le patient, il faut qu'on arrive à ce qu'il comprenne. Entre parenthèses, on a quelquefois parlé pendant 1 heure en disant « Oula, je suis très bien parce que j'ai tout expliqué ». Et puis en fait, il a tout compris et on se rend compte qu'il y a une incompréhension terrible derrière. Donc c'est un apprentissage aussi. C'est-à-dire, vous le savez très bien, quand vous faites vos présentations, notamment pour la Ligue par exemple, pour les subventions, vous avez vu combien c'est difficile de simplifier votre projet. Et ça, c'est notamment aussi quelque chose d'important dans votre formation et puis dans la progression aussi de votre recherche, parce que vous êtes arrivé à vous rendre compréhensible. Et donc ça, ça fait partie, et ça fera partie de cette action globale, je pense. Il y a une question là de Laurent. C'est pas tant une question qu'un complément à ce que vient de dire la professeure Michalet. Je pense que d'un point de vue des niveaux de connaissance des patients, on peut vraiment enfoncer le clou très loin. Effectivement, il faut tenir compte de ce niveau de connaissance d'un point de vue absolu. Après, d'un point de vue plus relatif, je pense que tous les patients peuvent être d'une manière ou d'une autre concernés par une participation en tant qu'acteurs du système de santé. Je donne juste un exemple. Je participe dans le cadre de l'Université Lyon 1, dans le Master 2 de biologie moléculaire et cellulaire, à la formation de futurs étudiants, enfin d'étudiants qui vont être de futurs biologistes, et on fait intervenir dans leur cursus des parents de patients et des patients touchés par, non pas le cancer, mais par des maladies génétiques rares qui ont un retentissement intellectuel relativement important. Donc vous avez en face des étudiants, des patients qui ont un bagage culturel finalement relativement bas, mais qui ont une connaissance de leur maladie, pas tant au niveau moléculaire et cellulaire, bien sûr, mais au niveau du vécu quotidien, qui est complètement irremplaçable. Et je pense à Inès, une jeune femme de 28 ans, qui intervient dans le cadre de ce cursus auprès des étudiants de biologie, qui parle de sa maladie génétique, qui est en fait l'anneau 5 qui est retourné, les 2 télomères se rejoignent, donc c'est pas très facile de vivre avec cela. Il y a un gros retentissement d'un point de vue cognitif. Elle intervient auprès des étudiantes en biologie. Elle parle de sa maladie au quotidien. Elle parle de tous les obstacles qu'elle a dû rencontrer dans son parcours scolaire, familial, social, professionnel. Elle en parle comme jamais aucun professionnel de santé pourrait en parler. Et quand on fait une évaluation en fin d'année auprès des étudiants pour savoir quel cours leur a les plus interpellés, c'est celui-là qui arrive dans le top 3 ou dans le top 5 des interventions. Inès et sa maman qui parlent du vécu de leur maladie. On en a parlé au conseil de l'université à Lyon 1 et il a été décidé que ces patients et parents de patients
au titre de leur expérience ou de leur expertise expérientielle, on pouvait les considérer comme intervenants ponctuels à l'université et qu'ils méritaient à ce titre-là une rémunération. Donc ça va très loin. Et je pense qu'il faut arriver à cela, aussi bien dans le domaine de la cancérologie que dans le domaine des maladies rares, que dans le domaine des maladies à retentissement cognitif ou intellectuel. Même, je travaille pas mal avec des personnes trisomiques 21, on peut faire plein de choses avec eux et avec elles. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Mesdames, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à vos propos? Non. Bien, il nous... Espère intéresser quelqu'un. Par rapport au lymphodème, le lymphodème, c'est pas un effet, c'est pas les effets secondaires du cancer, c'est des séquelles du cancer. C'est pas du tout pareil et c'est au quotidien pas évident. Bien, eh bien, il me reste à remercier nos 3 intervenants de nous avoir aussi bien éclairés sur cette problématique et puis le public de son attention. Et je vais peut-être demander si... Ah, voilà, alors applaudissements. Merci, et merci à Géraldine d'avoir au pied levé accepté de remplacer Ma, qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Je voulais simplement remercier tout le groupe, déjà tous les intervenantes et intervenants. Merci beaucoup. Et Morissette a cité le groupe de travail du Clara. Donc je voulais quand même citer les noms aussi parce que voilà, il y a des personnes dans ce groupe-là qui se sont mobilisées en plus de manière très très intense pendant 1 an. On s'est vu presque une fois par semaine pendant un certain temps et maintenant à un rythme mensuel. Donc c'est Jean-Marc Charel de France Asso Santé, Angélique Dupré qui est tout au fond. Merci Angélique. Sabine Dutheil, Ma Ganem, Raymond Merle, qui a été cité, Morissette Michalet, Laurie Pense, Iris Roussel et Nathalie Vallée-Renard. Donc merci à ces patients et non-patients, d'ailleurs, de s'impliquer comme ça au long cours. Et donc vous parliez des séquelles, ça va être la thématique de l'appel d'offres qui va s'ouvrir en janvier. Donc toujours sur cette expérience patient, on va à nouveau demander aux chercheurs d'impliquer le patient dans la recherche. C'est une condition d'éligibilité des dossiers. Donc on fait pour et avec le patient à nouveau. Et donc pour peut-être les plus anciens d'entre vous qui êtes en thèse ou en postdoc, vous pourrez candidater. On n'a pas peur de financer des jeunes chercheurs, si ça peut être utile aussi à votre CV, à votre carrière, on le fait volontiers. Donc voilà, surveillez nos newsletters, nos réseaux sociaux et candidatez sur le lymphodème, par exemple, ou sur plein d'autres thématiques.